Alors donc toi tu es arrivé en 66 ou 66, ouais. 66, 66, en fin 66. Fin 66, donc oui, c'était à la fin de l'été 66. Si tu veux, j'ai commencé à travailler sur le gisement de Rabier. Et c'était. Rabier avait été décapé, on commençait donc à prélever les pièces. Donc faire la cartographie et récupérer les pièces. Donc ça devait être fin août 66. et tu avais déjà des notions de préhistoire? Non, bon, je m'intéressais un peu à la préhistoire comme ça, donc en passe-temps, et c'est vraiment donc. J'ai rencontré tes parents par l'intermédiaire de Camille Baquet, puisque Camille faisait des photos, donc, et puis avait indiqué certains sites où de silex affleuraient. Donc, et à partir de là, donc, comme je m'intéressais un peu à la préhistoire, et il m'a présenté à tes parents, et tes parents m'ont dit ben, venez essayer de fouiller, puis vous verrez. Donc, et comme disait ta mère, faites attention, si vous mettez le doigt, vous mettrez le bras. Et c'est vrai que je suis resté un certain temps donc, à fouiller. Ah d'accord. Alors donc en 66 il y avait qui que je connaissais par exemple? Ben, en 66, il y avait Guy Sellerier, Michel Lenoir, qui est-ce qu'il y avait d'autre? Jean-Patrick Caille qui a dû arriver à ce moment-là, donc en 66. Euh, puis des Américains donc à ce moment-là. Donc, et puis il y avait Michel Couteau également comme géologue. Donc à cette époque-là, il n'y avait que ces personnes. Donc, Et les Américains, c'était des Américains de bord? je pense que c'était des Américains de Bordeaux. Oui. Donc ils Oui. devaient arriver de Tucson, un truc comme ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ils logeaient où? À Faux aussi? À Faux, oui, c'était à Faux. À ce moment-là, c'était la première maison de Faux. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, Non. donc Pas c'était. encore, mais je vais y retourner. D'accord. C'était la maison qui se trouvait sur la, sur la petite place de Faux. Donc avec une grande salle que tes parents appelaient la salle à blé, où on déposait toutes les récoltes donc, de silex. Donc la salle à blé servait de petits labos où on faisait le marquage et le nettoyage des pièces. Sur des Donc tréteaux? l'identification, le marquage et le marquage des pièces. Alors donc il y avait des tentes, comment c'était organisé au niveau du Au couchage? niveau du couchage, oui, sur les premières années, donc il y avait des tentes et les tentes étaient sur le chemin de Canguilhem. Donc c'était un peu plus loin si tu veux à la sortie de Faux. Donc, et là donc il y avait un groupe de tentes et on campait tous. Enfin moi je rentrais chez moi puisque j'étais à Couz. Hein, et sinon les fouilleurs logeaient dans les tentes, donc, sur le champ de Et, Canguilhem. et tu te Et, souviens de Madame Bouchillou et tout? ah oui bien sûr, oui. Donc, on prenait les repas chez Madame Bouchillou. Oh, les Américains, ils devaient trouver ça, ça devait être Ah oui, il y avait exotique. ça, et puis il y avait également, donc, je crois, je me souviens plus comment elle s'appelle, il me semble que c'était Antoinette, qui tenait l'épicerie Bazar, donc où tu trouvais absolument de tout. Donc, les Américains donc en revenaient pas. Donc c'était un general store, mais vraiment, tu sais, de la période des westerns. Donc tu avais de tout. Tu avais du couteau de cuisine en passant par la balayette hygiénique. Donc, et on consommait beaucoup de balayettes, ça l'intriguait beaucoup, puisque bon, les balayettes et les pinceaux, c'était les outils de base donc, du fouilleur. Hein, donc, je me souviens quand ton père avait commandé, je ne sais plus, une vingtaine de balayettes, elle avait regardé et puis elle avait dit ah oui, c'est vrai, mais vous êtes très nombreux. Alors ton père est venu nous raconter ça en disant elle croit que chacun a sa balayette pour aller aux toilettes, donc c'était le gag. Et il paraît que c'était bon, elle faisait bien la cuisine, Madame Bouchillou. À Madame oui, c'était la cuisine du terroir vraiment, donc. Et bon, il y avait toujours énormément de choses, toujours très variées et toujours bon, des soupes formidables, donc beaucoup de volailles, beaucoup de viande blanche, de la viande rouge, donc c'était. Et Jean-Patrick me disait qu'il y avait eu une année à Sèvres, peut-être en 67, je sais plus. Ah oui, mais son mari allait à la pêche, donc quand il allait pêcher pour manger du poisson, à l'ouverture de la chasse, puisqu'on a continué avec ton père, on avait continué Jean-Patrick, c'était en 67, on avait continué un peu tard, donc là on avait droit au gibier, donc on avait droit au cèpe quand il en trouvait, donc c'était vraiment parfait. Quoi. Et surtout c'était cette ambiance, parce qu'on était très nombreux, donc on était là, dans cette immense salle à blé, donc, où les chiens se baladaient, enfin c'était particulier. Quoi, donc,
Et tu es revenu depuis, soit à Noirbier, soit à Barbas, comme ça? Je suis revenu à Barbas. Je suis revenu à Barbas avec Guy Sellerier. J'étais pas revenu depuis 68. Donc, tu vois, donc l'année dernière, Guy Sellerier m'a envoyé un mail en me disant qu'il cherchait le gisement d'Ayac. Et il ne le trouvait pas sur la carte. Donc, bon, je lui ai situé sur la carte, et puis j'ai dit le mieux, ce serait qu'on y retourne sur place. On a pris rendez-vous, puis en mars l'an dernier, donc on est allé donc à Ayac, qui s'appelle Ayas en réalité sur le cadastre. Hein. Et puis quand on était sur place, je lui ai dit bah, ça vous ferait plaisir de revoir Barbas. Moi je ne l'ai jamais revu. Ah mais il me dit on y va, parce que lui il était revenu quand Barbas a été repris par, je ne me souviens plus, par Eric Boueda. Ouais, donc il y était revenu. Et puis donc il m'a dit bah, tu vas voir. Donc ils ont retrouvé des séquences un peu plus loin, là où ça avait été fouillé. Et on a retrouvé le gisement tel qu'on l'a connu. Donc, on voit quoi? On voit maintenant il y a ah des ben, maisons. non, mais quand même, il faut dire que ton père a eu quand même l'idée de préserver le gisement tel qu'il était. Hein. Donc, si tu veux, Barbas, c'était un gisement qui était extrêmement riche. Et ça aurait été dommage de relever les pièces et puis de laisser un trou, un palimpseste sans rien du tout. Là, ton père donc, a décidé de faire construire des hangars. Et puis les hangars, si tu veux, ont protégé ce gisement. Donc là, actuellement, quand on y va, il y a deux hangars. Hein. Il y a le hangar du paléolithique inférieur, donc vers le fond, et le hangar du paléolithique sup. Le paléo-inf est resté tel quel, hein, donc avec les galets décapés, les pièces en place. Donc c'est assez émouvant quand tu y vas. Bon, c'est vrai que ça a séché puisque ça fait 30 ans. Hein, donc, mais attends, Eric a repris, Eric Boyda. Eric a repris, donc il a fouillé une séquence un peu plus loin, et il a fait la séquence du Paléo-Sup. Il y avait une vigne qui était derrière, donc il était hors de question de toucher la vigne. Et la vigne a été arrachée entre-temps, et donc Boueda a pu reprendre donc, vers le enfin, la séquence du Paléo-Sup. Donc il a fouillé un peu plus loin, donc derrière. Mais là, je l'ai eu au téléphone il y a un mois ou Ouais, deux, il m'a dit j'ai arrêté, j'ai jeté l'éponge. Ouais. De toute façon, il y a une malédiction sur le bergeracois, etc. Oui, je sais pas. Donc je connais pas trop Eric. Hein, donc, moi non mais plus. j'ai pas, si tu veux, j'ai pas suivi après. Ouais. Le problème, moi, je me suis un peu désintéressé de la préhistoire quand j'ai commencé à travailler. J'avais que 3 semaines de vacances, donc je prenais des vacances pour m'évader, donc et plus pour fouiller, quoi. Donc j'ai laissé ça un peu donc aux spécialistes. Bien sûr. Tu vois l'emplacement des gisements. Je me souviens des carrés où on fouillait avec Jean-Patrick. Donc puis les couches du fond, là, ce qu'a repris Boueda, donc c'était pas évident parce que c'était sur la pente. Donc c'était là, tout était mélangé pour arriver à tirer quelque chose, c'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'il y avait un matériel magnifique. Hein. Donc la première année, je ne sais pas si c'est pas en 66 que Barbas a été découvert. 66 ou 67. Puisque ton père est intervenu au moment où les bulldozers étaient en train d'aplanir le terrain. Donc il a fait stopper les travaux. Et là, donc, moi je me rappelle, ouais, c'était en 66, puisqu'avec Michel Lenoir, tout à fait, à la fin de la fouille de Rabier, on était allé récolter donc, les pièces donc, dans les déblais, et on tirait les déblais, on avait récolté énormément de pièces. Donc, il y avait beaucoup de bifaces, beaucoup de racloirs, c'était magnifique. Hein. Et ensuite, donc, ton père avait fait une immense tranchée sur tout le site, pour essayer de retrouver donc, les couches en place. Et donc on avait trouvé donc, sur le haut du site donc, le paléolithique supérieur et le paléolithique inférieur, donc perpendiculairement, donc plus bas. Ouais, donc, et puis après Barbas, donc il y a eu Canol. Donc Canol a été, c'est pareil. Hein, Canol, et alors Canol, est-ce que c'est moi qui me fait un film, ou est-ce que c'est vrai? Il me semble avoir entendu dire à l'époque que c'était un peu quand quelqu'un a fait une bêtise, on le mettait. Canol, c'était le, tu vois, le fossé là, comme ça, là, mais en plein soleil, la route, et rien quoi, pas un arbre, pas Canol, c'était le dur, ouais. C'était le bagne. Ouais. Donc, non, c'était le bagne, mais c'était magnifique parce qu'il y avait une couche, et puis c'était hyper riche donc
C'était du périgordien zéro, du châtel-péronnien, hein, donc, et c'était vraiment un gisement magnifique, parce que tu avais une seule couche, donc tu n'avais pas de feuilleté, il n'y avait pas d'erreur donc, au niveau stratigraphie, et c'était extrêmement riche donc, en pièces. Tu as encore des bons souvenirs de tout ça. Mais Non, mais tu me dis périgordien zéro. Oui, non, mais, oui, mais là, donc, bon, Guy Célérier m'a passé Paléo, donc, si tu veux, donc, ton père n'avait pas publié Canol, donc ça a été repris par un étudiant qui est parti sur les cahiers de fouilles. Hein, donc, cahiers de fouilles, et surtout, ce qu'avait fait ton père, il avait fait mouler Canol, puisqu'il n'y avait qu'une seule couche. Donc on avait fait au départ, on avait essayé de faire des moules en latex, mais ça n'avait pas bien marché, et on avait fait des moules en plâtre. Et ces moules en plâtre, donc, ils ont servi à faire le moulage qui est actuellement donc, dans les salles du musée des Aisies. Actuellement. Donc, là, donc, on retrouve la séquence de Canol. Et c'est Jean-Pierre Chadel, je crois, qui l'a mis en place au musée des Aisies. Jean-Pierre n'avait pas fouillé à Canol. Qu'est-ce qui devient Jean-Pierre Chadel? Jean-Pierre Chadel, il fait partie donc, du service d'archéologie départemental. Comme donc, il est sous les ordres de Maury, oui. Maury va partir à la retraite, là, donc, à la fin de l'année ou l'année prochaine. Là, donc, et Chadel, donc, est technicien archéologue départemental. Tu crois qu'il a connu mes parents un peu quand même? Ah, Jean-Pierre, oui, il a dû fouiller en 68-69 avec tes parents. Ça doit être en 68 en 68, ça a été l'INCOA. Donc, ah, c'est pas 69, l'INCOA? Ou 69, peut-être, je ne me souviens plus. Hein, donc il avait fallu rafraîchir donc, tous les voilà, sites, il a fallu rafraîchir les sites. Et là, donc, Chadel travaillait avec ta mère à l'augerie. Donc, c'est comme ça qu'il est rentré dans le circuit de la préhistoire. Et il était d'où, Jean-Pierre Chadel? Du Périgord? Je crois qu'il était du Lot-et-Garonne, ouais, donc limite Lot-et-Garonne. Il avait connu donc, les gisements du Tardenoisien, tu sais, la Lémance et tout ça. Donc, moi, j'amène les gamines. Là. Eva, maintenant, bon, elle est grande maintenant, elle a 15 ans. Quand elle vient avec des copines, on les amène au musée des Aisies. La première chose qu'elles font, elles se mettent dans les cabines et elles regardent les films. C'est la seule chose qui est vivante. Si tu veux, le musée, ils ont fait de belles salles d'expo. Ce qui était à plat, ils l'ont mis vertical. Mais si tu ne t'y connais pas, tu t'emmerdes, c'est tout. Donc c'est dommage, mais c'est vrai, c'est comme ça. Ce qui est intéressant dans le musée, c'est quand ils font des conférences, quand ils font des cycles, des cycles de conf, donc sur des thèmes particuliers. Mais sinon, un musée, c'est un musée. Donc, les petits films donnent de l'animation. Tu vois, donc dans les salles, tu vois l'objet, puis tu vois comment l'objet a été réalisé, donc bon, ça donne un peu d'intérêt. Enfin, moi, je me dis pourquoi ce grand musée alors que ce qu'avait commencé à faire Jean, donc c'était la même chose, c'était à plat, c'était horizontal au lieu de vertical, c'est tout. Donc, le musée des Aisies avant ton père et après ton père, c'était quand même un changement important. Parce que du temps de Péroni, c'était un musée, donc on l'entassait. Un dépôt. Un dépôt, ouais. Alors que ton père donc, avait créé les salles, les nouvelles salles, donc avec les reproductions d'art donc de comment s'appelle Madame Pétal, donc Monique Pétral. Voilà. Donc, puis là donc ça devenait vivant, donc c'était plus un entassement d'objets. Donc, et là c'est vrai que le musée, donc moi j'étais surpris, pas. Enfin bref. Ouais, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout la mention de mon père. Quoi. Ah oui, absolument pas. Ouais. Parce que quand on voyait les médaillons, je ne sais pas si tu te rappelles, sur l'ancien musée, il y avait les deux frères Péroni, là, donc, puis on disait à ton père, quand est-ce qu'on met votre tête là, donc il disait, moi je préférerais laisser une empreinte plutôt que de laisser mon buste ou ma tête sur le mur du musée. Et là, il n'y a même pas d'empreinte. Donc, ouais. Je sais bien qu'ils n'ont pas assez publié. Oui, c'est vrai qu'ils ont peu publié. Ouais. Ton père disait on aura le temps, donc on verra plus tard. Et puis c'est vrai que avec le temps, si tu veux, donc les souvenirs s'érodent. Et puis bon, c'est dommage. Donc, c'est dommage.
Parce que si tu regardes des publications, c'est uniquement, uniquement ce qui a été fait donc, en Nubie, donc, pendant les fouilles de sauvetage. Donc là, on retrouve les publications de tes parents. Mais sinon, donc, on ne trouve pas. Il y a Quentin Louette. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Ouais. Non, moi, ce qui me fait un peu râler, c'est vrai que quand tu. Là, actuellement, donc, ils ont fait la salle avec Canol, qui est reconstituée. On en parle bon juste, donc il y a, enfin, ils ne s'étendent pas sur le travail qui avait été fait à ce moment-là, donc c'est dommage. Et Campagne, tu te souviens un peu de l'affaire? Pas beaucoup. Je me souviens que ton père s'était démené pour avoir, enfin, auprès du marquis de manière à avoir une donation donc pour la recherche, hein, donc pour la préhistoire. Donc, ton père voulait créer les laboratoires de préhistoire, donc le Centre national de préhistoire le créait là. Et je crois que Périgueux à ce moment-là donc, se sentait un peu à l'écart de la vallée de la Vézère. Et à ce moment-là, les politiques ont récupéré, si tu veux, le labo et ça a été fait là-bas. Et actuellement, donc, ils sont en train de rénover les locaux pour réimplanter. Alors, je ne sais pas si ce sera simplement des salles de conférence ou si ce sera des laboratoires. Je ne sais pas exactement. Ils avaient le dossier en main, ouais. Et puis c'est Guéna qui a récupéré sur Périgueux. Donc, tout a été dirigé vers Périgueux. Mais d'après ce que, enfin, d'après ce qu'on entend ou qu'on croit savoir, donc c'est plutôt politique. Donc, apparemment, Périgueux n'aurait pas supporté qu'une petite enfin, commune, un petit canton, donc récupère donc ça. Un gros bébé prestigieux. Donc, et là, maintenant, je te dis, ils essaient de faire, enfin, ils essaient de faire revenir donc justement donc une nouvelle fonction donc de laboratoire de préhistoire. Je ne pense pas que ce soit vraiment le laboratoire, mais ce sera plutôt donc d'une part des réserves et d'autre part des salles de réunion. C'est ce qui me semble. Mais ça, tu aurais davantage d'informations auprès de Jean-Michel Jeunesse ou de Serge Maury. Donc, toi, tu vois Jean-Michel? Jean-Michel, oui, mais c'est mon beau-frère. Hein, donc, ah oui, d'accord. On se voit. Donc, mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de préhistoire. Donc, parce que comme tu n'es plus dans le coup... Ils bougent, oui, moi, quand ils font leur film, là, donc, bon, je vais jeter un petit coup d'œil, donc, voir tailler un silex, etc. Mais c'est vrai que la typologie a évolué. Donc, les noms des objets ont évolué aussi. Donc, bon, j'ai quand même perdu pied. Donc, bon, c'est particulier quand même. Hein, donc, comme disait ta mère, hein, quand on y met le doigt, c'est l'engrenage. Donc, ça prend la vie, ça vous broie. Donc, c'était les termes de ta mère. Donc, elle s'en rendait compte. Hein, donc, c'était prenant comme travail. Et je ne sais pas pourquoi plus la préhistoire que la biologie. Non, non, mais c'est pareil. Si tu veux, c'est des sciences qui t'absorbent. Mais là, la préhistoire, donc c'est encore pire parce que tu vis sur le terrain. Donc, la biologie, donc tu vas aller dans ton labo, tu vas revenir dans ton labo, tu vas quand même faire une coupure. Là, la préhistoire, c'était en permanence. Donc,